Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Notre monde est en plein bouleversement, son accélération n'aura jamais été aussi tangible de toute son histoire, tant au niveau démographique, écologique, économique que scientifique. Des penseurs et idéologues nous livrent leurs réflexions dans un reportage du Centre laïque de l'audiovisuel. C'est une accélération sans précédent dans l'histoire. Donc, par exemple, au niveau de la population humaine doublait tous les 1000 ans, depuis 8000 ans. Et tout à coup, elle s'est mise à doubler en un siècle. Et en 1930, on était à 2 milliards. On est passé en quelques décennies à 8 milliards. Donc, cette accélération est en courbe de crosse de hockey. Et elle suit une exponentielle qui est essentiellement due à la consommation incroyable d'énergie fossile. Un des risques, c'est l'effondrement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par civilisation? Le risque, c'est l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, la civilisation qui est basée sur la consommation d'énergie fossile. Mais ça peut aller plus loin. Il y a le risque climatique qui peut toucher l'ensemble des civilisations, c'est-à-dire l'espèce humaine, voire plus, peut-être la majorité des espèces vivantes sur Terre. Donc on a une variabilité des risques, on va dire. Il y a les risques qui concernent les petites sociétés, des sociétés industrielles ou l'ensemble de la planète. Ce qui aujourd'hui s'impose à nous, c'est de comprendre comment miser sur la nature et les processus naturels pour maximiser les interactions positives entre les différentes composantes de la nature, alors que nous avons eu tendance à simplifier la nature, à la réduire en équations, à en définir, si vous voulez, les composantes chimiques, biologiques et physiques pour essayer de la contrôler mieux, au lieu de nous en remettre à sa complexité et d'accepter que nous ne pouvons pas tout comprendre ni tout maîtriser. Et donc, l'ambition, c'est qu'il faut être beaucoup plus modeste dans notre rapport avec la nature. Nous ne sommes pas assez ambitieux parce que nous manquons de cette modestie-là. Les inégalités au sein des États, pratiquement dans toutes les régions du monde, n'ont cessé d'augmenter depuis le début des années 1980. Les inégalités entre pays se sont parfois réduites et parfois elles ont cru, mais en général ces inégalités ont augmenté si on met de côté le cas de la Chine qui a connu un spectaculaire progrès depuis le début des années 1980. Si on regarde le reste du monde, les inégalités ont augmenté, y compris entre pays, en raison d'une division internationale du travail qui au fond ne permet pas aux pays les moins avancés de rattraper leur retard. Et donc on a une concentration de richesses entre les 10% les plus riches du monde ou les 20% les plus riches du monde qui est aujourd'hui tout à fait inacceptable. Et le grand problème, c'est que comme nous avons aujourd'hui une mondialisation des rapports économiques grâce à la libéralisation du commerce et de l'investissement, il y a une concurrence pour l'utilisation des ressources, la terre, l'eau, entre des populations avec des pouvoirs d'achat extrêmement différents. Nous sommes, par exemple, aujourd'hui en train d'utiliser des terres considérables pour satisfaire nos besoins de consommation de viande, pour produire nos agrocarburants, notre biodiesel et notre éthanol pour faire rouler nos voitures, et ceci au détriment de l'accès à la terre des populations les plus pauvres dans le Sud, simplement parce que nous avons un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé. Donc ces inégalités ont un impact immédiat sur la manière dont les ressources sont utilisées, et si elles vont satisfaire les désirs des populations riches des pays de l'OCDE au détriment des besoins essentiels des populations pauvres dans les pays du Sud, c'est extrêmement problématique, et c'est vers cette évolution-là que nous nous acheminons. Il
y a dans cette mondialisation qui est surtout une hyper-mobilisation, qui est surtout une hyper-cinétique, une frénésie, mais encore plus qu'une frénésie, il y a un intérêt commercial très net. C'est lui qui est très souvent problématique. L'accroissement des inégalités est vertigineux. Et le problème, c'est que nous ne voyons plus le rapport de force, ni la possibilité d'un rapport de force. On est face à des ultra-forces, face à des forces de numérisation, de financiarisation, de capitalisation, avec lesquelles on ne peut plus entrer en contact. On est vraiment dans un anti-rapport avec les ultra-forces. C'est pourquoi elles sont non seulement préoccupantes, mais elles demandent d'autres types d'interventions politiques, plus qu'éthique finalement, politique, pour retrouver la possibilité d'un rapport, parce que sinon le fossé séparant les quelques grands vainqueurs de l'hypermondialisation, je vais dire les hyper-vainqueurs de l'hypermondialisation, et le commun des humains ira toujours s'accroissant. Je ne sais pas si elles sont vraiment porteuses d'espérance, ces initiatives citoyennes. Elles sont porteuses de solutions et de solutions immédiates. Les deux raisons pour lesquelles elles se déclenchent, c'est d'abord et ça c'est un phénomène mondial et croissant, un rejet des élites politiques qui se montrent impuissantes finalement face aux grandes crises écologiques, financières, économiques, sociales, etc. Et dans ces cas-là, face aux problèmes auxquels ils font face, les citoyens s'auto-organisent pour résoudre ces problèmes. Et on les voit donc, par exemple, face à la désertification, s'organiser pour résoudre ensemble un problème d'écosystème, restaurer un écosystème et sortir de la pauvreté rurale. Le deuxième élément, la deuxième raison pour laquelle ces initiatives émergent, c'est qu'on a affaire sur la planète à la génération ou aux générations les plus éduquées, les plus informées, les plus connectées de l'histoire, les plus conscientes des grands enjeux planétaires. Et c'est parce que ces générations pensent global qu'elles agissent localement, qui est la seule échelle à laquelle on peut effectivement agir. On sent qu'il y a une volonté de recréer dans son environnement immédiat, dans sa proximité, un monde qui correspond davantage à leurs valeurs. Pour pouvoir construire un futur, pour pouvoir se projeter quelque part, il faut un récit, mais il faut aussi retrouver un sens de la transmission, de l'héritage. Nos vies vont évidemment se terminer à titre individuel, cela est triste pour chacun, mais l'humanité continue. Mais les générations futures sont déjà là. Ceux qui auront à subir les pires changements climatiques et qui vivront 2100, qui nous paraît très loin, ils sont dans les écoles en ce moment. Ils ont 90 ans d'espérance de vie. Leurs enfants auront 40 ou 50 ans. Et donc, le futur, ça n'est pas quelque chose d'éthéré, de lointain. C'est en ce moment déjà. Et les valeurs, c'est finalement, je crois, essentiellement de retrouver un sens du collectif, un goût du risque aussi, de la construction raisonnée. L'espoir, vous savez, c'est à la fois une estimation et un désir. C'est donc quelque chose qui est lié d'un côté à l'intelligence, à la raison, au calcul, et de l'autre aux affects, aux sentiments, et à cette dimension clé de l'humanité qui est le futur. Une humanité qui n'a plus d'avenir ou de futur ou d'horizon désirable, ce serait l'enfer de Dante qui marque à l'entrée de l'enfer, si tu entres ici, abandonne tout espoir. Tout simplement parce que dans l'enfer, en tout cas dans la théologie chrétienne, il n'y a pas d'acte 2. Les damnés, ils sont là éternellement, il ne se passera rien d'autre que leur souffrance éternelle. Et je crois que dans l'histoire humaine, au pire des moments, il y a toujours l'idée que quelque chose d'autre peut advenir et qu'il y a un acte 2, un 3, un 4 et une suite indéfinie de mutations.
Prochain rendez-vous avec la laïcité à la rentrée. On vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes vacances et à très bientôt.